Pour revenir sur les dynamiques du marché, 2 années difficiles, de 22-24 avec les taux d'interaction montés. Puis là, on a vu, quasiment 2/3 des acheteurs disparaître. Donc on est passé de 80 à notre low point, c'était, quelque chose comme 28. Enfin, c'est Ah waouh! énorme. Et puis là, on Ouais. est remonté à on est à 50-60 maintenant. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Florent et Eric, cofondateurs de la société Néo, bien connue maintenant en Suisse romande, et aussi en Suisse alémanique. Pour débuter, peut-être expliquez-moi rapidement ce que c'est le départ de Néo et d'où c'est venu cette idée, comment ça a un peu émergé sur le marché au tout début. Ça fait un moment déjà maintenant, ça a quoi, 10 ans? C'est juste, je vais laisser parler Florent parce que c'est lui qui était, au tout début du projet. Je pense que l'idée, elle est un peu née en 2016 avec, moi, j'étais déjà actif dans ce qui était, promotion immobilière et puis bon, du coup, ben, j'avais affaire à la vente des biens des promotions immobilières et puis il y avait aussi, des modèles à l'international. Puis je me rappelle à l'époque, c'était notamment Purple Bricks qui était en Angleterre et qui faisait du modèle de courtage à tarif fixe. L'idée vraiment, enfin, je commençais à réfléchir à je pense qu'il y a des solutions pour voir le courtage différemment, avec un tarif fixe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de réflexion. Il y avait un marché immobilier qui avait quand même, presque doublé de valeur, dans les 10 dernières années. Un travail qui était, à minima optimisé par les portails immobiliers, différents CRM qu'on pouvait utiliser. Je me suis dit: «Il y a vraisemblablement moyen de faire différemment». Donc, l'idée au début, c'est de faire quelque chose en dessous de 10 000 francs. Alors derrière, on avait bien en tête qu'on ne pouvait pas juste faire, 3 fois moins cher que les autres et puis espérer que ça fonctionne. Donc après, il y a eu un assez gros travail sur le modèle. J'ai avec les piliers, il y avait 3 piliers du modèle. Il y avait un, demander un acompte à la signature, ce qui était quelque chose on s'est beaucoup posé la question parce que c'était très différent de ce qui se passait, ailleurs. L'idée, c'était aussi de demander un certain engagement aux propriétaires, pas juste: «Je teste le marché». Et puis, bah, voilà, le solde d'un tarif fixe à la signature, lui laisser aussi le choix de faire ou non les visites. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos clients qui font les visites. On a construit le Ah modèle quand comme même! ça. La moitié qui font Ouais, les c'est à visites peu près la eux-mêmes? moitié, ouais. OK. C'est même Hem plus, Et hein, parce que ça évolue très rapidement, mais aujourd'hui, si je regarde juste les 3 derniers mois, on est mmh, même à 70. OK. Pardon. Non, alors l'inverse, à 30. OK, OK. Donc ouais. 70 des gens délèguent les visites, 30 les font eux-mêmes. Mais au Et début de l'aventure, c'était l'inverse. OK, comment on explique que ça a changé comme ça? C'est, initialement notre modèle, de visite, en fait, il était facturé au mois, quel que soit, le nombre de visites. Donc, c'était au fur et à mesure de la vente de la propriété. Une personne faisait 2 visites, on facturait 200 francs la visite. On recevait une facture tous les mois. On a changé le modèle, pour le faire 100 au succès. Donc, maintenant le package visite, en fait, il est payable uniquement si la vente s'effectue. Donc en fait, là, le risque client, en quelque sorte, il est diminué. Je pense que c'est principalement pour ça que les clients maintenant optent pour la délégation des visites, parce qu'ils savent que voilà, ils ont 2 500 francs maximum, et et qu'ils ne paieront qu'en cas de vente. C'est qu'il y avait toujours un peu la peur qu'on se retrouve avec, 40 visites et que ça fasse exploser la facture. Alors en réalité, nous, on voyait les stats, on savait que c'était pas du tout ça, les moyennes de visites pour un bien, mais il y avait, cette peur un peu Mmh. intangible, quoi. C'est quoi la moyenne de visite pour un bien, Je te d'ailleurs? laisse, à l'époque, c'était moins d'une dizaine, quoi. Avant d'avoir Ça a une offre toujours été généralement? entre, 5 et 5 et 10. 6 à peu près, Ah ouais, puis après il en doit y avoir une vente? moyenne, ouais, OK. exact. Après nous, enfin, il y a aussi il y a une des particularités de notre modèle, c'est la visite virtuelle. Qui fait qu'on qualifie beaucoup en amont de la visite physique. Donc c'est aussi quelque chose qui est passablement différent des autres agences. C'est vrai qu'un des autres piliers qu'on avait dit, c'est qu'on s'est dit: «Bon, dans la différenciation par rapport aux autres», donc il y a cet upfront fee, c'était une grosse question. On a vu que ça passait bien, on l'explique, on gagne pas notre vie sur l'upfront fee. Ça rémunère le travail de mise en valeur qu'on fait au début, notamment la visite virtuelle, notamment la prise de photos et cetera. Ça engage le sérieux du propriétaire. Hem et hem
Et ensuite, on a cette exclusivité. Et l'idée, c'était de dire, voilà, nous, on est moins cher, mais par contre, on travaille seul parce qu'on croit fermement que, finalement, d'être 2 ou 3 agences sur un mandat, c'est tout le monde 3 fois les photos, 3 fois la réduction d'annonces pour être présent aux mêmes endroits. Et donc on demande cette exclusivité aux clients, ce qui nous permet de pas travailler dans le vide et donc du coup de pas avoir à facturer un peu plus quand on vend pour les fois où on n'a pas réussi à vendre le bien immobilier. Donc c'est vraiment aussi un aspect assez différenciant par rapport à un modèle, je dirais, traditionnel de courtage, non exclusif. Et l'exclusivité obligatoire, ça bloque pas les propriétaires? Parce qu'il y en a qui se disent: «Si vous voulez une exclusivité, c'est que vous avez pas confiance en vous, donc Non, on leur pensez pas que vous explique êtes que les voilà, nous, ce meilleurs». qu'on veut, c'est pas travailler dans le vide. Enfin, Ouais. oui, ça bloque des propriétaires et puis aujourd'hui, Néo, c'est 3-4 du marché mais ça aussi, sa clientèle, il y a toute une partie de notre clientèle qui comprend bien ça et puis qui est intéressée à aller de l'avant avec ce type de modèle, ouais. Je pense que si on explique bien, il y a plus trop de blocage. Parce que l'exclusivité, pour nous, elle avait un sens à l'époque où les plateformes immobilières n'existaient pas. En fait, on avait des réseaux d'acheteurs qui étaient mutuellement exclusifs entre agences. Donc c'était normal, tu allais voir 3 agences, mais en fait, tu allais taper 3 bassins d'acheteurs différents. C'est pour ça que tu faisais ça à l'époque. Mais maintenant, le réseau d'acheteurs, moi, je le considère comme commun. Après, il y a des agences qui travaillent un petit peu mieux leur base d'acheteurs que d'autres, mais les acheteurs, ils appartiennent à personne. Ils sont vraiment, ils sont là, ils sont pour tout le monde. Donc en fait, pour nous, il y a aucune raison à partir du moment où, le client, il a confiance dans la qualité, du prestataire, il y a aucune raison d'aller voir plusieurs agences. Ça a pas de sens. Non, c'est vrai. On a dit avant, il faut 5 à 6 visites en moyenne pour faire une vente ou recevoir une offre? Une Enfin, vente. une vente, OK. Ouais. Et en termes de temps, ça devrait durer approximativement combien de temps? Ça, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut vendre maintenant, qui veut mettre en vente. Mmh. Statistiquement, qu'est-ce qu'il devrait attendre Ouais. s'il a un prix cohérent? Bah, alors, aujourd'hui, enfin, les dynamiques de marché, elles ont passablement changé en 5 ans. Mais si on regarde aujourd'hui, hem, il y a 3 phases dans la vente. Il y a la 1re phase, qui est entre le moment où la personne va commencer à initier son processus, devra rencontrer l'agent, on va lui rendre une estimation, il va choisir s'il nous mandate ou non. Une fois qu'il nous a mandaté, il y a les photos qui arrivent. Donc tout ce processus-là, jusqu'à la mise en ligne, faut compter, environ, 1 mois, mais quelque part, on est un peu tributaire de la décision de la personne. Donc là où on peut vraiment influencer, nous, c'est à partir du moment où il a décidé de nous mandater. Là, il faut compter à peu près, je dirais 2 semaines pour, mettre en ligne, 10 jours, 2 semaines pour mettre en ligne et puis ensuite, faut compter en moyenne 6 semaines pour recevoir, une offre acceptée. En fait, pour recevoir des offres, mais pour que l'offre soit acceptée par le vendeur, nous, c'est à peu près 6 semaines. Donc en général, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est en ligne, parce qu'avant ça compte pas vraiment, c'est pas Mmh. c'est pas c'est pas ça a pas commencé Mmh. à être mis en vente, mais en gros, en 2 mois, un propriétaire devrait avoir une visibilité sur quand précisément il vend. C'est-à-dire si en 6 semaines, il devrait Alors, recevoir en une offre moyenne, ou c'est un 6 semaines. OK, Honnêtement, après 2 semaines, tu dois savoir si tu es au bon prix ou pas. Parce que nous, ouais. là, c'est un grand avantage qu'on a, c'est que on a vendu des milliers de biens, puis on utilise énormément la data. Donc en fait, on peut, créer des benchmarks par rapport à de l'attraction. Donc dans les 2 premières semaines, on peut voir, OK, ça a généré X demandes de visite, physique pour le bien, où il y a eu X, % de clics sur la visite virtuelle. Mais ça, si on regarde en fait, en rétrospective, on regarde, les statistiques qui ont amené à une vente versus celles qui n'ont pas amené une vente, en fait, en 2 semaines, on sait quasiment déjà si ça va se vendre à ce prix-là ou pas. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut il faut pouvoir avoir cette dynamique dans la vente. Il faut que ce soit dynamique, et puis il faut aussi que la personne en face, faut que le vendeur, il ait confiance en ce que tu lui dis et nous, la manière dont on le fait, c'est qu'on lui met de manière transparente toute l'info, en fait et du coup, ça, en fait, ça t'enlève l'asymétrie d'infos et puis, du coup, forcément, quand tu as de la transparence, tu as plus de confiance et puis, c'est comme ça qu'on essaie de conduire nos ventes pour amener finalement, la vente le plus vite possible. Vous bossez beaucoup avec la donnée.
Ça, c'est vos données à vous sur la base des typiquement pour faire les évaluations que vous faites, c'est vos données à vous que vous avez recueillies avec le temps sur les 10 dernières années, sur toutes les transactions que vous avez faites? Ou bien c'est de la donnée que vous achetez? Il y a plusieurs piliers systématiquement. Donc, pour une évaluation, comme on en discutait tout à l'heure, on utilise les 3 outils hédonistes, sont Sifi, Vust et Priceable, enfin 3 des outils hédonistes. Ce qui permet de donner une indication, ce qui permet aussi à terme, quand on aura l'évaluation, de savoir que l'acheteur en face, il sera finançable parce qu'on sait qu'à quelques exceptions près, la banque, elle va pas aller visiter le bien, elle va utiliser la valeur hédoniste. Ça va aussi nous donner des arguments si en face le client doit obtenir un financement et qu'il y a une petite différence dans la valeur, ben, il dit: «Bah, voilà, nous, on a ces données-là». Donc, voilà, 1er pilier, je dirais utilisation des outils hédonistes et après on a vraiment un benchmark de ce qu'il y a sur le marché. Donc là, on va mettre dans notre barre d'évaluation des biens semblables qui sont sur le marché ou qui ont été vendus. Et puis finalement, il y a l'appréciation de l'agent, qui travaille sur place. Les gros avantages de nos agents, c'est qu'ils font un gros nombre de transactions par année, et donc ils ont une expertise locale qui est vraiment, très pointue parce qu'il y a, je pense, sur le marché, pas d'autres agences dont les agents font plus de transactions par année, quoi. Si tu veux, pour l'estimation, on va plutôt s'appuyer sur des données externes. Après, dans la conduite de la vente, vu que les données n'existent pas, là, on va s'appuyer sur les données internes. Ouais. Tu parlais avant de l'évolution du marché sur les 5 dernières années. Heu, Puisque vous faites autant de transactions, comment est-ce que vous sentez le marché maintenant? C'est où qu'il y a le plus de liquidité? C'est quoi que les gens achètent majoritairement? Parce qu'en fait, vous avez la clientèle que vous avez principalement, ça reste quand même le monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que c'est justement pas des propriétés, on en parlait avant, mais à 60 millions au bord du lac. Mmh. C'est plutôt des objets qui touchent tout le monde, les appartements, les maisons. Mmh. Et donc c'est quoi ce que les gens achètent le plus maintenant? Je saurais pas répondre à ta question. Dans le sens où, moi j'ai une vue extrêmement, hélicoptère. Aujourd'hui, Ouais. on a 130 personnes dans la société, donc il y a Ouais. d'autres personnes qui vont beaucoup mieux répondre à ça. Ce que je remarque par contre, c'est des trends générales par rapport à l'intensité de la demande. Et puis, par rapport à ça, on sait qu'en 2021, là, on avait vraiment un pic, incroyable, du nombre d'acheteurs sur le marché. Nous, on a une statistique qu'on aime bien regarder, c'est le nombre de profils acquéreurs qu'on va générer pendant la première semaine de publication. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on monitore beaucoup. Et puis en 2021, au sommet, on générait 80 profils acheteurs uniques dans la première semaine. Pour les biens en moyenne, pour les En biens qui moyenne. Des fois, incroyable, c'était 500, des fois, c'était 4, c'est mais en beaucoup, hein. moyenne, 80, parce qu'on a aussi cette stratégie de publier, partout, d'être le plus visible possible. Et c'est comme ça qu'on part, du postulat qu'on va obtenir le meilleur prix in fine. Plus il y a de monde au début et a priori, plus si tu t'en Mmh. occupes bien de tous ces acheteurs, tu devrais pouvoir là-dedans, sélectionner celui qui va être prêt à payer le plus. Mais pour revenir sur les dynamiques du marché, 2 années difficiles, de 22-24 avec les taux d'intérêt qui sont montés. Puis là, on a vu, quasiment 2 tiers des acheteurs disparaître. Donc on est passé de 80 à, je crois le notre low point, c'était, quelque chose comme 28. Enfin, c'est Ah waouh! énorme. Et puis là, on Ouais. est remonté, on est à 50-60 maintenant. Donc on n'est pas Ah, encore on est quand même beaucoup plus bas que on est quand même plus bas que 2021. Je pense ça va être difficile de revenir à ces niveaux-là. C'est que c'était intéressant, une fois on avait fait, moi ça m'avait étonné qu'on avait fait ce sondage de comprendre pourquoi les gens vendent leurs biens immobiliers. Moi j'allais dire, bon, l'immense majorité c'est, divorce, la divorce. maison est trop petite, la maison parce que j'ai les enfants qui arrivent, ou la maison est trop grande parce que j'ai les enfants qui partent. Et on avait 30 des gens qui ont répondu: «Parce que c'est le bon moment». Moi je me dis, une maison globalement, tu la vends pas parce que c'est le bon moment, mais si, en fait, finalement, quand on a vu le marché qui est passé de 55 000 transactions par année à 35 000, ben, quand il y a eu les taux d'intérêt qui sont remontés, bah, ça reflète un peu ces 30 de gens qui disent: «Bah, c'est plus le bon moment, donc du coup, j'attends, je vends pas maintenant, quoi». Super Et intéressant. donc du coup, c'est vrai que moi, je m'étais vraiment dit quand on Mmh. avait reçu cette donnée: «Ça semble quand même bizarre cette histoire», et en fait, ça s'est matérialisé, quoi. C'est ça, c'est en fait, tu as une part enfin un nombre de transactions marché qui est systémique, qui sont effectivement les gens qui ont pas le choix. Après, bah, tu as cette part opportuniste et puis c'est celle-là qui varie beaucoup en fonction des conditions de marché. Mais alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, Florence, parce que
si les gens fondamentalement ont une réflexion économique dans la décision de vendre ou d'acheter, il y a quand même du coup, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a eu une baisse autant drastique d'acheteurs? Parce que c'était le bon moment d'acheter justement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le volume a Ouais. diminué drastiquement, parce que le nombre de biens immobiliers Mhm. il y a eu beaucoup moins de biens Ouais. immobiliers à vendre, c'était plus difficile de trouver des leads vendeurs. C'est ça un peu là? Bah, alors, paradoxalement, les prix de l'immobilier, ils ont continué à monter. Ah non, mais c'est vrai, ouais. Ah, c'était pas Parce tellement que, le bon moment d'acheter en ouais, fait, ouais. 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 Tu payais plus Donc, cher ton C'est juste, hypothèque ouais, et tu le raison, prix non, tu tu il continues raison. à était stable. payer, Donc, tu continues à payer Ouais, plus cher parce que en fait, l'offre en Suisse, elle est tellement sèche. ouais. Et malgré, enfin, c'est pas parce que tu descends de 80 à 26 que tu descends de la même manière les Le prix. acquéreurs très qualifiés. Ouais. Donc, tu as aussi cette couche de gens qui vont continuer à acheter. Euh, et en Suisse, il y a toujours assez. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens. Et donc, on arrive toujours à des transactions, in fine. c'est vrai que moi, l'élément que j'aime bien mentionner, c'est que finalement, les taux d'intérêt, même quand ils étaient à 3%, si on regarde par rapport aux voisins européens ou historiquement, c'est pas des taux qui sont extrêmement élevés. Alors, effectivement, si tu regardes en proportion, ils ont doublé à un certain moment, voire triplé. Mais en tant que tel, un taux à 3%, c'est pas énorme. Le problème, c'est que les gens, à la fin du mois, ils payent pas des pourcents, ils payent des francs. Et vu que les prix de l'immobilier ont tellement augmenté et disproportionnellement par rapport aux salaires, aux revenus, etc., bah, le fait d'avoir 3%, même si les banques calculent à 7, etc., bah, à la fin du mois, ça fait des montants sur une villa, disons une villa un peu sympa à 1,5 million, 2 millions, bah, ça commence à devenir vraiment des sommes importantes. Donc ces gens-là, ils se sont dit, bon, ok, à 1,5%, même si je paye un peu cher, finalement, ma mensualité, ça va. À 3, c'est pas la même, quoi. Et donc, je pense que ouais, ce marché immobilier très cher, c'est plus ça qui a freiné, finalement, qu'un taux qui, pour moi, historiquement, est pas si haut en tant que tel, quoi. Et à partir de mi-2024, il s'est passé quoi? Vous avez ressenti directement les taux ont baissé et ça a relancé la machine, ou bien ça se fait progressivement et vous sentez que ça continue de monter? Mhm. Il y En a fait, toujours. parce que Ouais. Mhm. et donc on est repassé de 28 à 50 très vite, ou bien c'est du nombre d'acheteurs sur la première semaine générée en moyenne sur Mhm. les dossiers? Non, c'était assez progressif. Et après, il y a une petite inertie en fait entre effectivement les annonces du marché de la BNS et puis ensuite les acheteurs qui reviennent finalement à la table ou en l'occurrence autour de notre plateforme. Donc ça se fait progressivement. Ouais. Mais là, ça continue. On voit ça continue à monter. Euh, OK. donc c'est des signaux positifs pour la suite. Ouais, ça va continuer de monter en 2026. Pour revenir sur tu as parlé de votre plateforme, vous avez beaucoup investi dans la technologie, enfin, a priori, hein, Mhm. dans ce que vous faites. Donc, fondamentalement, c'est quoi la différence justement avec, parce qu'on en avait parlé, il y a toute une équipe de dev dans l'équipe, a priori, Mmh. qui s'occupe de ça. Vous avez fait quoi avec ça? En fait, c'est pour travailler les données, ça c'est ou c'est pour simplifier le processus de transaction? Mhm. C'est En c'est fait, quoi? il y a beaucoup de choses. Initialement, puis on en revient à la définition de l'offre. L'idée, c'était aussi de donner de la transparence aux clients. Donc, c'était l'objectif numéro un, c'était de créer une plateforme où les gens pouvaient se connecter 24/7, puis avoir accès à toute l'information tout au long du processus de vente. Et qu'ils n'aient pas besoin d'essayer d'appeler leur courtier, qui parfois ne répond pas, enfin, pour l'une ou l'autre raison, n'est pas en mesure de te donner l'information. Donc, ça, c'était vraiment Et de l'idée l'avoir live, de pas de la réduire aussi cette asymétrie d'information comme j'en parlais avant. Donc, c'était vraiment l'idée initiale, c'était la transparence. On a vite mis en place cette première interface vendeur, quelque part, qui était, qui a fait c'était une grosse différence par rapport au marché. Puis après, en fait, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on mette beaucoup, beaucoup d'accent sur le côté agent, et donc des interfaces internes, des CRM, pour en fait vraiment optimiser leur travail, pour qu'ils puissent en fait gérer du volume en fait. Et on a mis énormément d'accent là-dessus. Ah, maintenant, aujourd'hui, on a 7 interfaces différentes: acheteur, vendeur, agent immobilier, assistant, conseiller financier, photographe, admin. On a tous ces gens-là qui sont autour de la plateforme. Et le fait qu'on ait tous les stakeholders, pour reprendre un terme anglais, qui sont autour de cette transaction immobilière, en fait, tout le flux d'informations est hyper rapide. Donc c'est vraiment
et tout est en workflow. Donc on a la vente, elle se fait en 16 ou 17 étapes. Et puis en fait, à chacun son rôle. Chacun son tour doit faire des actions pour pouvoir faire avancer ce processus. Et tout le monde a l'info. Et il a l'info qu'il doit avoir au moment où il doit l'avoir pour faire les actions qu'il doit faire pour faire avancer le processus de vente. Et donc ça en devient une machine extrêmement complexe aujourd'hui. On a 300 000 heures de dev dans ce truc. Oui. Et plus de 20 développeurs aujourd'hui qui travaillent dessus. Mais il faut développer et maintenir cette interface avec des utilisateurs qui sont toujours plus gourmands, qui sont toujours en recherche de plus de fonctionnalités, de plus d'efficacité, avec l'IA aussi qui arrive maintenant, enfin, on en parlera après, mais on a une roadmap qui est longue comme le bras et ça s'arrêtera jamais. Mais vous pouvez rajouter quoi? En fait, vous avez fait votre CRM? Ouais, on a un CRM, exactement. À vous, quoi? Ouais. OK. Pour chaque personne à l'interne, pour nos conseillers financiers, pour nos agents, pour chaque rôle en fait clé de la transaction immobilière. Ils ont Incroyable. chacun leur interface, leur expérience utilisateur. Mais dans le genre de roadmap, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que quand ça, c'est fait, Ouais. maintien. Il y a tout le premier qui me vient en tête, c'est tout ce qui est autour de la gestion des documents. Gestion des documents, c'est-à-dire soumission des documents, est-ce que c'est les bons reconnaissance automatique, est-ce que c'est le bon document que le client m'a soumis, oui, non. C'est pour la partie conseil financier, c'est encore plus important. Extraction OK. automatique de data, remplissage automatique de formulaires de soumission. Enfin, il y a encore beaucoup d'input manuel. Et c'est des choses qui ont pas de valeur ajoutée, mais il faut être sûr que ce soit juste. Et donc là, il y a un énorme travail, mais à terme, ça va être super. Et aussi, en fait, ça va améliorer la vie de nos employés au quotidien, parce que c'est typiquement des choses qu'ils n'aiment pas faire. Fondamentalement, ça, c'est donc de l'amélioration de workflow pour vous à l'interne, majoritairement, alors? Ce type Ouais, de mais choses? tout ce qu'on améliore à l'interne, en fait, ça se retranscrit immédiatement Ouais. sur la rapidité d'exécution, la qualité du service. Enfin, derrière, ça, le client, il le perçoit tout de suite. Et malgré tout, vous êtes quand même 130, quoi? Ouais. Parce que vous êtes certainement beaucoup plus efficace que, je dirais. Et c'est en fait, moi, ce que je trouve passionnant avec votre situation et le développement de Neo, c'est que dans le courtage aujourd'hui, il y a quand même énormément de petits courtiers indépendants. Justement parce que les frais, en fait, l'entrée sur le marché, c'est pas trop compliqué parce que c'est possible de trouver à gauche et à droite un objet à vendre et puis de se débrouiller, en fait, et de survivre un peu comme ça. Oui. Par contre, c'est quand même un domaine assez compliqué, je trouve, à scaler. Enfin, c'est difficile de passer de 0 à 130, c'est quand même difficile. En disant, je veux dire, il faut quand même être assez proactif, quoi. C'est vrai que le modèle peut-être du one man show indépendant, bah, il va tout baser ses mandats sur ses connaissances personnelles. Donc c'est un job où il faut vraiment, bah, grâce à ton réseau, démarcher et amener des affaires. Nous, on a un modèle un peu différent. Alors oui, bien sûr, les agents, ils ont leur réseau, mais la majorité des leads, c'est quand même nous qui leur ramenons. Donc c'est ce modèle déjà un peu différent et on voit pas mal de groupes, notamment en France ou en Europe, là, avec notamment IAD, ils ont une stratégie assez différente. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir plein d'agents sur le territoire pour mailler le territoire. Ils prennent un pourcentage sur la commission qui est plus faible. Chaque agent fait relativement peu de transactions. Et nous, on a le modèle vraiment inverse où on dit, bah voilà, nous, il faut que nos agents ils fassent passablement de transactions. euh, et ça nous permet finalement de prendre moins par transaction euh, euh, Ouais. vis-à-vis du client, quoi. Pourquoi vous avez pas. Ouais. Ouais, Vas-y. non, mais justement, pourquoi vous n'avez pas fait un système de mandataire comme IAD? Parce Mais que bon, nous, en on Suisse, c'est pense que beaucoup moins c'est nous, répandu, on ça. pense que c'est en fait, ces modèles-là, comme il y a aussi, bah, en Europe ou aux États-Unis de plus en plus, notre opinion, c'est il est intéressant pour la société qui fait ça, c'est-à-dire que, bah, ils prennent un plus petit pourcentage sur plein de transactions et ils ont plein d'agents. Donc c'est intéressant pour eux, c'est à la limite intéressant pour les agents, hem, mais c'est pas intéressant pour le client. Et nous, notre modèle, il est un peu différent, on l'a construit autour du client. C'est-à-dire que nous, on veut que le client, il a une prestation d'excellente qualité à un prix très compétitif. Et pour arriver à ça, tu peux pas avoir des agents qui font 3 transactions par année avec leurs copains, quoi. Impossible. Et Moi, je suis très d'ailleurs, critique par rapport à ces c'est un peu systèmes. le constat, je trouve,
un peu amer, en fait. Je suis un peu. Quand je regarde l'évolution aujourd'hui des sociétés qui se portent bien et puis qui sont en train de croître dans le monde du courtage immobilier, c'est que des réseaux de mandataires. Donc tu vas regarder aux États-Unis, c'est EXP. Maintenant, il y a Real qui vient aussi dans la danse, mais il y a des ici. Enfin, c'est- et malheureusement, en fait, c'est pas des modèles qui sont centrés autour de la valeur ajoutée pour le client. C'est des modèles qui sont centrés autour de la valeur ajoutée pour le courtier. Mais comment on explique que ça marche comme ça? Parce que quand tu as quelqu'un que tu connais bien, ton Airbnb, c'est l'investissement de ta vie. Tu as un gars que tu connais, il s'est mis à faire du courtage immobilier. De facto, tu lui fais un peu confiance. Puis tu vas avoir, comme tout, tu as un copain qui est fiscaliste, un copain qui est avocat. Peut-être la première chose, si en plus, c'est pas quelque chose que tu fais souvent, bah, tu vas peut-être aller te tourner vers la personne que tu connais. Et puis, bah voilà, ça permet de fonctionner finalement. Comme tu es bien rémunéré, tu as besoin de faire beaucoup de transactions, tu fais fonctionner ton réseau. Et en fait, le courtage, ça fonctionne comme à la confiance, hein. C'est-à-dire que même nous, les courtiers, aujourd'hui, quand ils vont en face d'un client, alors c'est clair qu'ils ont un argument de vente qui est une commission qui est différente que ce que fait le marché, mais les gens, ils partent surtout parce qu'ils ont confiance avec le courtier qui est présent. Je pense que finalement, ces modèles, ils fonctionnent grâce à la proximité qu'ont les courtiers avec les clients qui connaissent bien, quoi. Mais il y a beaucoup de en Suisse, c'est beaucoup moins répandu, hein, quand même, ce système de Mhm. mandataire. Enfin, il y en enfin, je sais pas si il y en a 2-3, mais Mhm. des IAD suisses, il y en a pas, quoi. C'est Je pense qu'il y en a un qui est en train d'émerger un peu, c'est Property, la ouais, Suisse allemande. ouais. Better Homes, je pense que c'est pas très loin non plus. Euh, Mais je pense pas que ça ait grande croissance comme, Property. Better Homes, je pense qu'ils sont plutôt en phase descendante, à mon avis. Oui, mais justement parce que Parce moi, que je sais pas, enfin, le problème principal pour moi, après, c'est mon point de vue, j'ai jamais travaillé là dans ce type de société, mais a priori, ça marche quand même sur la loi des grands nombres, quoi. J'engage 100 personnes, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont bien performer, puis sur les 97 autres, c'est pas grave parce que j'aurais ramassé tout ce qu'ils ont pu me donner. Les mhm. 3, 4 personnes qui connaissaient. Et puis, mais Comme, finalement, en termes Comme certaines je trouve qu'il y a assurances. ouais, exactement ce que il y j'allais a, il y a un turnover énorme. Puis en fait, du coup, ben, a priori, la majeure partie des clients, et en fait, ils vont être confrontés à des agents, ils vont être servis par des agents qui n'ont pas d'expérience. ouais, Parce qu'il y a un absolument. tel roulement, donc là aussi. Donc, aucun effort sur les fees, voire le contraire. On est plutôt à essayer de les pousser plus haut. Et puis le service rendu au client, enfin, Non. Ah, ça c'est marche pas. compliqué. Ouais, moi, j'ai jamais eu des retours extrêmes. Enfin, j'ai jamais eu des retours ultra positifs de ce genre de pratique, ça c'est certain. Et en termes de génération de leads, c'est beaucoup de cold call. Enfin, Agressif. il y a plus de marketing et de communication sur le recrutement des personnes qui vont effectivement sourcer des C'est deux ça. trois Non, leads. ouais, 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 exactement. C'est pour ça que c'est centré autour de l'agent. C'est bien sûr. vraiment c'est faire miroiter à ces gens-là une vie de luxe quelque part. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu Oui, j'ai déjà vu les pubs. Ouais. les pubs Better Homes du Gaillard. C'est un extraterrestre, quoi. Surréaliste. C'est Ça, c'est assez clair. fou. Ouais. Comment ça a été pour vous le développement en Suisse alémanique? Parce que c'est marrant, on en avait discuté au téléphone, Florent, mais moi, je me suis dit, quand même, parce que votre passage en Suisse romande n'est pas passé inaperçu. Enfin, votre développement en Suisse romande, hein, c'est le moins qu'on Mhm. puisse dire. Puis ensuite, bon, bah voilà, vous avez été quand même passablement critiqué, mais c'est aussi ça quand on bouge les lignes d'un domaine assez conservateur. Et je me dis, en Suisse alémanique, où c'est encore plus conservateur, ça doit être vraiment compliqué, quoi. Et Moi, tu je m'as dit trouve que pas c'est tant que ça. plutôt l'inverse, hein, finalement. Même quand il y a eu, on en parlera peut-être après, la problématique avec l'agrégateur, finalement, c'est surtout en Suisse romande qu'il y a eu beaucoup de bruit. En Suisse allemande, on a quasiment Mhm. personne qui nous a fait de remarques. Bah, parce qu'ils avaient aussi remarqué qu'il y avait déjà des gens comme Bonnie Park et plein d'autres qui faisaient exactement la même chose depuis bien longtemps. Donc honnêtement, le modèle en Suisse allemande, il a, en tout cas moi de ce que j'ai perçu, euh, ouais, Ouais, finalement assez bien passé. Ils avaient aussi l'habitude de travailler en exclusivité en Suisse allemande, plus. Donc ouais. c'était plus pragmatique finalement, moins émotionnel. Et ouais. Donc, je pense aussi qu'on avait moins de gens qu'on connaissait. euh, donc, Ouais. Je pense aussi on a fait beaucoup de bruit en Suisse romande au début.
forcément. Voilà, nouveau modèle. On a eu pas mal de relais de la presse, justement parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait sur le marché. Hem, Puis quand on est arrivé en Suisse allemande, c'était pas pareil. Donc on a fait moins de bruit, en fait, à notre arrivée en Suisse allemande. Puis quelque part, notre communication, elle était peut-être un petit peu plus, feutrée ou édulcorée, et mais n'empêche qu'on est quand même arrivé sur le marché suisse allemand avec une offre qui était très disruptive en termes de prix. Et donc on a aussi trouvé notre clientèle assez rapidement, parce qu'il y a un des grands facteurs quand même, c'est que le courtier immobilier, il a mauvaise presse, d'une manière générale. Ou en tout cas à l'époque quand on est entré sur le marché, de la même manière qu'un courtier en assurance, le courtier immobilier, c'est pas forcément la personne, enfin voilà, c'est ce cliché, la Rolex, la voiture, et en fait, la plupart des gens, ils ont de la peine à s'associer avec des images comme ça. Et donc en fait, on a quand même profité de ça aussi. Nous, au-delà du prix, nous, c'est toute notre culture d'entreprise qui est, à l'opposé de ça. Donc c'est des notions de transparence, d'équité, d'humilité. Ça, c'est des choses, des valeurs qui sont hyper fortes pour nous, puis qu'on a apportées dès le début. OK. Comment est-ce qu'on fait en pratique? Parce que bon, c'est pour moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse personnellement. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer en Suisse alémanique? Bah, d'abord C'est quoi? d'abord, tu Ça cherches un Suisse allemand, Ce qu'on après tu n'a pas arrives fait, pas je sais pas. à les convaincre, donc tu prends un Allemand hollandais et puis Mais après tu bon, parles en anglais, l'allemand, quoi. l'allemand, c'est Et compliqué. ouais, C'est bah, comme donc si un nous, Suisse allemand cherchait un Français pour lancer surtout que nous, si tu la veux, c'était le début, on n'était pas connus. Je pense que peut-être maintenant, ce ouais. sera un peu différent. On n'était pas connus, puis on n'avait pas des moyens illimités, donc on avait un peu la double difficulté et Mais voilà, c'était bah, quand? Vous avez mis un c'était, pied? assez vite finalement. C'était quoi? 8 mois après le départ, j'aurais dit. Je 6 dirais, 6 mois. on a lancé février 2018 en Suisse romande, et puis, on a dû engager cette personne-là, courant de l'été, et Ah. puis ensuite on a traduit, on a tout dû traduire, mettre en place les brochures, les trucs, et puis on a été prêt à lancer, en automne, je pense 2018 à peu près. Puis finalement, Donc c'est à peu près 6 mois de décalage. Puis pour répondre à ta question, en fait, faut avoir la chance de sélectionner la bonne personne, parce que, enfin, plus c'est petit, enfin, plus tu le sais, plus l'importance de la personne est importante. Enfin, plus il va avoir un impact énorme sur le facteur succès ou non. Et puis nous, on a eu, pour ce recrutement-là, ben, on s'est associé à un cabinet, on a vraiment essayé de, voilà, faire en sorte d'enlever le facteur risque par rapport au recrutement. On a eu de la chance, ça a bien marché. Et vous avez commencé où en Suisse alémanique? à Zurich. C'est à À Zurich dès Zurich le direct? début, ouais. Zurich, ouais. Et pourquoi Ouais. Zurich et pas Berne ou Ouais, on s'est même pas posé la question, hein. C'était la plus grande ville, Zurich. Ça nous paraissait, logique. Le gars, était prêt, il venait d'Allemagne. Lui, ce qui l'intéressait aussi, c'est de s'installer dans une ville, dynamique. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et puis, non, mais c'est vrai qu'en rétrospective, si tu regardes, tu te dis: «Waouh, mais en fait, on n'avait pas froid aux yeux», parce que le mec, il était allemand. ça me paraît Il avait jamais surréaliste. il avait jamais fait d'immobilier, Ah ouais? et on est, voilà, parti comme ça. Après, nous, on a toujours, pris le pari de dire, enfin, on s'est toujours aussi beaucoup reposé sur le fait de on a tellement structuré notre process par le digital. En fait, c'est dur aussi de faire n'importe quoi. Et donc, Oui, ça cadre pas mal aussi, la manière de faire. ça aujourd'hui, oui, mais je me dis quand vous Mmh. lancez, si c'est 6 mois après, parce que 6 mois après le lancement, c'était pas vous étiez pas structuré avec un process clair de Mmh. digital? Enfin, Ouais, je sais pas, hein. ouais. Je pense que c'est Il compliqué. y avait certains gros blocs qui étaient déjà là, mais OK, effectivement, non, tu as raison. ouais. Il fallait, on en revient à avoir la bonne personne, curieuse, qui apprend vite, smart, Qui arrive à qui convaincre, qui à arrive à scruter convaincre, les qui courtiers. qui qui est, ouais. Et en termes de transactions, le système de transaction, parce que je le maîtrise vraiment pas du tout en Suisse alémanique, bah, typiquement, il y a des différences du type, frais d'acquisition, hein, par exemple à Zurich. Il y Même a dans tous les cantons, je dirais même en Suisse romande, tu vas avoir des différences sur les frais d'acquisition. C'est qu'à ouais, Zurich, il y a le notaire qui est enfin, selon les cantons, il y a le travail du notaire est très différent.
C'est-à-dire qu'il y a certains cantons où le notaire, tu pas de frais de, tu quasiment pas de frais de notaire ou très peu de frais de notaire. Par contre, tu dois amener tous les documents, tu dois produire tous les documents toi, quoi. Et c'est là que c'est hyper important de pouvoir recueillir les informations, heu et d'accompagner beaucoup plus le client, hem, Ouais. durant la vente. Tu peux pas, Tu peux pas commander l'acte, quoi. c'est à peu près 50% des cantons fonctionnent de la même manière que la Suisse romande. 50% des cantons en Suisse alémanique. 50% effectivement sur un modèle qu'ils appellent de notaire public, où effectivement la prestation de service elle est quasi inexistante. Il y a pas grand-chose. Mais du coup, ils te facturent très peu. Ok. Et donc, et donc, le courtier a beaucoup plus de travail. C'est ça. Ouais. Ah ouais? C'est En incroyable. fin de process, il y a plus de travail, effectivement. Et donc, ça, Alors, à c'est un un moment peu. donné, on a même facturé, on avait des offres avec des prix différents pour les cantons qui avaient des notaires publics. C'est plus le cas maintenant? On est revenu en arrière. C'était difficile à expliquer, c'était pas forcément compris par nos clients. On a travaillé nos process internes pour faire en sorte de minimiser la friction sur la fin. Mais on rémunère plus nos courtiers sur des transactions dans les cantons Ok. à notaire public parce qu'on sait qu'ils travaillent plus. Et est-ce que ça professionnalise le métier du courtage, ça, ou pas? Est-ce que c'est plus professionnel, plus organisé, plus structuré? Ou pas du tout? Pas de différence? Non, à la fin, non, je pense pas forcément. Et de manière Non, générale, là-bas, en Suisse alémanique, alors? C'est un peu moins le Far West qu'ici, ou? défini Far West. Non, mais non, mais dans le sens, il y a un peu tout, quoi. Il y a un peu tout. On parlait d'ailleurs Ouais. des réseaux de mandataires, mais Oui. donc il y a des gens qui vraiment n'ont jamais fait Oui. de l'immobilier, qui se Oui. retrouvent là-dedans à essayer de Ouais. vendre des objets Ouais. et qui Ouais. n'ont aucune Non, mais compétence ou en expérience. Suisse allemande, c'est pareil. En fait, C'est pareil. ouais, ouais. Et en termes de rapidité de transaction, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Les gens vont en vite pour prendre une décision. Est-ce que c'est vrai que les biens Ouais. immobiliers sont mieux entretenus? Ouais. Alors ça va plus en Suisse allemande, ça va un peu plus vite dans la phase publication offre acceptée. Parce que les Suisses allemands, ils ont moins tendance à mettre un prix plus élevé. Enfin, ou essayer un prix plus élevé. Ils vont être beaucoup plus pragmatiques. Ok, ça c'est le prix, ok, j'ai compris, la banque, moi je l'acquéreur. Donc en fait, il y aura moins de va-et-vient par rapport au prix. Donc il y a plus de chances de trouver un accord entre acheteur et vendeur rapidement. Mais après, la deuxième, ce qui est compliqué en Suisse allemande, c'est qu'il y a aussi il y a ce qu'on appelle le reservation agreement ou la convention de réservation, qui est systématique en Suisse allemande, qui n'existe pas en Suisse romande quasiment. Donc ça aussi, ça met, c'est une étape supplémentaire qui amène un peu de friction. Puis ouais. Donc du coup, à partir du moment où l'offre est acceptée, là du coup c'est plus long en Suisse alémanique. Et à la fin, on s'y retrouve un peu entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. C'est quelques différences qui sont, qu'il faut prendre en compte dans la stratégie de la boîte. Et les immeubles sont mieux entretenus là-bas? Ou pas? C'est une légende, ça, ou pas? Ça va pas te dire, moi. Je ne veux pas te dire de bêtises non plus. Je pense que d'une manière générale, ils font plus attention à leurs biens. Mais bon, c'est une impression personnelle. Je n'ai pas de fait pour. J'ai pas de data pour. Mais une des choses qu'on voit, c'est simplement la manière dont parce que typiquement, une chose qu'on fait, nous, c'est une fois qu'ils nous ont mandaté, il faut faire venir le photographe. Et puis, là, évidemment, on n'a pas quelqu'un qui va venir chez la personne pour lui faire tout le ménage et puis lui arranger ses meubles, puis enlever les effets personnels. Ça, c'est quelque chose qui, dans toutes les agences, c'est souvent, c'est laisser cette responsabilité au vendeur. Nous, on a une brochure qui va expliquer pas à pas ce qu'il doit faire. Les Suisses allemands, ils sont un peu plus rigoureux dans l'application de cette marche à suivre que les Suisses romands. Donc là, on peut voir une différence. Ouais. Ça ne m'étonne pas. C'est intéressant ce que tu dis sur la négociation des prix parce que moi, j'ai commencé ma carrière dans le courtage en résidence secondaire. Et donc, il y avait toutes les nationalités.
Et fondamentalement, les cultures changent, et c'est vrai. Et c'était très rare pour moi de vendre, par exemple, une propriété qui appartient à un Anglais à un Suisse allemand. Parce que ils sont tellement différents. Déjà, ils n'aiment pas les mêmes choses, mais ils sont tellement différents que ça fonctionne très rarement. Puis en fait, c'est vrai que les Suisses allemands ou le Suisse de manière générale, mais les Suisses allemands en particulier, s'il visite un bien immobilier et le prix lui semble trop élevé, il ne se positionnera pas. Mhm. Plutôt que de faire une offre agressive. Alors qu'un Anglais, bah, il dira j'offre la moitié du prix, quoi. Et pour lui, c'est bien égal. Et voilà, et je trouvais ça intéressant, moi, dans les résidences secondaires. Ouais. Je pense que les Suisses allemands, c'est presque aussi une notion de respect vis-à-vis du vendeur, de ne pas taper en dessous. C'est marrant. C'est possible, ouais. C'est possible. Et ensuite, à l'étranger, vous avez mis un pied en Allemagne et pas en France, juste. Et ensuite, après, Je pense qu'il y a deux retour en choses. En arrière. France, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient et qui avaient un peu le même modèle. Et puis, les prix moyens de transaction étaient plus intéressants en Allemagne. En Allemagne, il y avait aussi un modèle de commissionnement acheteur-vendeur, enfin, coupé entre l'acheteur et le vendeur, qui mettait quand même des commissions qui étaient relativement élevées. On était à 5-6%. Donc, on s'est dit, bon, des prix plus élevés en moyenne qu'en France, une commission de 5-6%. On pensait que il y avait plus de marge des acheteurs qui au début avaient des modèles un peu disruptifs, qui sont tous revenus à un modèle de commission traditionnel. On se dit tiens, il y a un terreau un peu plus fertile, comme tu disais, pour aller se développer en Allemagne qu'en France. Il y avait un potentiel de différenciation plus important, en fait, avec l'offre qu'on allait amener. C'est ça qu'on a regardé principalement. Et donc en Allemagne, l'acheteur paye la moitié de la com. En fait, Le vendeur le vendeur peut, tu me corrigeras si je me trompe, Oui. le vendeur peut choisir de faire payer la moitié de la commission à l'acheteur. Ça, c'est un peu, Il a le donc, droit de bien sûr, rebasculer 50% de la commission qu'il paye donc à ils le font l'acheteur. tous. Et, mais finalement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est comme quoi il y avait des modèles de courtage à l'achat, à la fin de la journée. Finalement, peu importe qui paye la commission, pour moi, l'acheteur, il a un prix qu'il est prêt à payer son bien 1 million. S'il doit payer la com en plus, il va faire une offre à 980 et puis il va payer ses 20 000 francs de com. Donc, finalement, ça change pas grand-chose. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est plutôt des questions, je dirais, marketing, de communication. Je pense que ça permet aussi de dire vous inquiétez pas, moi je facture, je vais vous prendre que 3%. Les 3 autres pourcents, c'est l'acheteur qui va les payer, quoi. Ok. Et le Donc standard, c'est c'était 6%. 3,5. Ouais. C'était 7%. C'était 7. Ouais. C'est énorme. Après, c'était 7, c'était un peu le standard visible, vitrine. Puis derrière, ça se négociait souvent à 2,5, 2,5. Ok. Bon, 5%, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Et peu importe le C'est prix énorme, de c'est transaction. énorme. Mais là, on en revient aussi d'une manière générale, c'est pour ça aussi qu'on est rentré dans ce marché. C'est pour nous, le secteur du courtage immobilier est fondamentalement inefficace. Donc, on a énormément de courtiers, en fait, dans tous les pays, hein, France, Allemagne, Suisse, États-Unis. Il y a énormément de courtiers, donc il y a beaucoup de gens qui doivent gagner leur vie avec ça. La seule manière de le faire, c'est avec des commissions qui sont très élevées, finalement. Mais, Parce qu'il y a très peu de volume. fondamentalement, ouais, exactement. Mais fondamentalement, en fait, tu pourras prendre 3 fois moins de courtiers et puis un meilleur service pour le client. Et comment ça s'est. Enfin, parce que là, vous avez quitté l'Allemagne maintenant. Correct. Comment ça s'est passé? Mal. J'imagine que. Mais c'est hallucinant, parce que je trouve ça fou, parce que c'est un peu comme en Suisse, sauf que la différence du coup que vous prenez est encore plus importante. On parle de la bonne personne. Bon, déjà, je pense qu'on n'avait pas les bonnes personnes. Donc, on a été moins bon, moins chanceux dans le recrutement en Allemagne qu'on a été en général chez Néo. Où je pense tous les cadres de l'entreprise sont encore là, les cadres qui étaient là dès le début. Et je pense on a bien travaillé, mais je pense qu'on a eu aussi de la chance d'avoir des personnes qui étaient en plus au tout début de leur carrière en général, qui ont super bien évolué et qui sont tous très talentueux et qui sont tous restés. Et là, pour le coup, je pense qu'en Allemagne, on a eu moins de chance. Mais bon, c'est pas que ça. Je pense qu'on s'est aussi rendu compte que les coûts d'acquisition étaient nettement plus élevés en Allemagne et qu'il y avait une énorme concurrence. Et au-delà du fait que je pense que si on avait vraiment voulu percer en Allemagne, il aurait fallu qu'on lève beaucoup d'argent pour pouvoir s'y développer. Et c'est vrai que
Depuis qu'on a Néo, on a levé une seule fois des sous. On est encore en contrôle entre les cofondateurs et on s'est dit: «Bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut?» heu, D'aller, conquérir l'Allemagne et de se remettre cette Mmh. pression d'avoir un investisseur, de reperdre de l'argent plusieurs années? Ou est-ce que finalement on a 3-4 en Suisse, on maîtrise on s'entend tous bien, on maîtrise ce qu'on a à faire, on a encore beaucoup à faire en Suisse. Bon, peut-être qu'on va se concentrer à faire un peu en Suisse, quoi. Donc mais Mmh. c'est clair que si ça avait marché Ouais. du tonnerre dès le début, on aurait peut-être vu les choses différemment. Ouais, effectivement, le pari nous semble être risqué. Après, nous, on a toujours, on est des gens assez, enfin, très pragmatiques. Heu, alors on a beau être enfin, moi, je suis de nature optimiste, sinon j'aurais pas lancé ça. Il faut l'être, hein, quand on est entrepreneur. Mais, on a quand même cette vision, moi, je suis très rationnel. Enfin, mon background, c'est, de la modélisation financière, c'est, de l'analyse. Donc, moi, je vais pas à pas. Je vais pas tout d'un coup me dire: «Ah ouais, alors à l'intuition, je sens que faut que j'investisse 1 million dans le marketing», non, c'est on teste, ça marche pas. On fait toujours des décisions qui sont contrôlées, et puis c'est ce qu'on a fait en Allemagne. On s'est dit: «OK, on a une première enveloppe de 500, une deuxième. Il y a deux trois choses qu'on n'a pas encore vues. On essaye d'aller au bout de la démarche. Et puis à un moment donné, on a dit: «Non, bah, stop». Puis, voilà, on a mis 1 million, 1,2 million dans l'aventure, puis en fait, c'était le bon montant, c'était le bon pari. Enfin, si ça avait marché, ça aurait été fantastique. Si ça avait marché de l'Allemagne, c'est 14 fois, celui de la Suisse. Donc on s'est dit: «Le pari à 1 million, il vaut la peine». Et fondamentalement, ça a pas marché à cause de quoi? Enfin, parce que Le coût le prix d'acquisition, je pense, alors il y a les comment on explique personnes. que le coût d'acquisition est autant plus élevé que ça? Parce que la concurrence, je comprends qu'il y en ait aussi, mais bon, j'imagine en Suisse, il y en a aussi de la Ouais. concurrence. Mais surtout si vous avez un prix qui est du coup aussi décorrélé du prix habituel. Mmh. C'est ça que je comprends pas. Déjà, alors ça, c'est un autre sujet dont on pourra parler, mais le courtage immobilier, c'est une bataille d'acquisition, dans tous les pays, et Ouais. c'est de nouveau un peu triste pour le vendeur parce qu'à la fin, c'est lui qui paye, le client, Mais qui paye cette bataille d'acquisition. c'est Ouais, de lead vendeur, hein, d'accord, hein, au coût exactement. d'acquisition, ouais. Ce coût d'acquisition d'acquérir les vendeurs, en fait, tout le monde se concentre là-dessus, tout le monde met son Ouais. énergie là-dessus, puis une fois que le mandat est là, à la limite, on délaisse presque le service. Donc franchement, c'est catastrophique pour le vendeur, qui lui finit par payer, cette bataille d'acquisition, hein, qui plus est. En Allemagne, on a senti que la bataille d'acquisition était encore plus féroce, donc, et je dirais 2 autres soucis. Le premier, c'est qu'on est arrivé pile au mauvais moment, c'était, octobre 2022. Donc on avait Ouais. enfin, et le marché allemand, en fait, il s'est vraiment cassé la figure d'une manière encore pas seulement différente que la Suisse. La Suisse, en fait, on a vu une diminution des transactions, mais les prix de l'immobilier, ils ont continué à monter. En Allemagne, les prix immobiliers, ils ont vraiment, ils ont pris une vraie claque. Puis du coup, en fait, nos taux de conversion de clients à vente, en fait, ils étaient nettement inférieurs à ce qu'on imaginait. Parce qu'en fait, les vendeurs étaient pas d'accord de descendre leur prix. Mmh. Enfin, il faut 12-18 mois aux personnes pour se dire: «Ah ouais, c'est ça le marché. O OK». Il y avait déjà eu des Et acteurs de courtage au forfait qui ont tout changé de modèle. Donc il y avait déjà eu ce coup: «Ah, la description arrive, elle change, ah, elle se remet au pourcentage», et nous on est arrivé, on n'a pas eu non plus l'engouement presse qu'on a eu quand on est arrivé en Suisse. En fait, il y mmh avait déjà eu toute cette vague, donc en plus, il y avait, je pense, aussi moins de Oui, battage, on est quand même arrivé 5 ans de 5 ans, presque après la guerre en Allemagne, où on n'était pas les premiers. Et puis l'autre facteur, c'est qu'en fait, on a, ben, aussi du fait de notre stratégie de ne pas lever 10 millions puis d'attaquer, 7 villes, l'Allemagne entière, au premier coup. En fait, on était focalisé sur une petite région, puis il y a certains médias, on ne pouvait pas utiliser leur plein potentiel, notamment la télé nationale. C'est ce qu'on fait en Suisse. Ce qui fait que, en fait, la télé nationale, en fait, elle est rentable que si tu peux prendre des leads partout en Allemagne, quoi. Mais faire de la télé nationale pour être juste sur, la le Bavière. sud de l'Allemagne, en fait, c'est forcément tu peux pas utiliser ce canal d'acquisition. Donc ça, c'était une autre explication, c'est que les choses qui marchaient extrêmement bien en Suisse, notamment la télé, on pouvait pas l'utiliser, en Allemagne. Et ça marche vraiment bien en Suisse, alors la télé? La télé, historiquement, depuis toujours, depuis qu'on s'est lancé là-dedans en 2020, je crois, c'est vraiment un très bon canal d'acquisition pour nous, ouais. OK, incroyable. Et donc l'étranger, vous laissez tomber? Pas forcément, mais on fera pas pareil.
Vous allez en Je pense Autriche. que Ou En pire, on pourrait faire du Belgique. ski. non, mais on n'a pas forcément cette volonté de tout faire tout seul. C'était l'autre erreur, je pense. On s'est pas associé à quelqu'un de local qui a la connaissance marché local, un réseau de distribution. C'est si on le refait, nous, on amène la plateforme, la tech, le business model, la structure, et puis, on s'associe à quelqu'un qui fait, la distribution, marketing et vente. Ça, je pourrais imaginer, ouais. OK. Comment est-ce que vous voyez à partir de là le développement alors de votre côté, bien sûr pour Néo, mais aussi pour le marché immobilier? Il y a plein de problématiques à régler, hein, sur ce marché, notamment dans le domaine du courtage. Je ne sais pas si vous avez déjà des pistes de réflexion, par rapport à ça? Hem, Par exemple, je sais pas, de la formation obligatoire pour le courtage, ou comment est-ce que ce Mmh. marché va être nettoyé avec les années? C'est Formation, quelque chose c'est quelque chose qui est formation, c'est une bonne question parce que quand tu regardes, bah, on le disait tout à l'heure, c'est la transaction d'une vie. Donc, en général, la transaction moyenne en Suisse, c'est à peu près 1 million. Et aujourd'hui, si tu fais des transactions comme ça en finance, tu dis parler d'un CFA, tu as des accréditations, c'est pas possible de le faire. Donc moi, je trouve que ça ferait totalement sens qu'il y ait des accréditations et de la formation obligatoire. Mon avis, c'est que ça va être très, très compliqué, voire impossible à mettre en place parce que l'immense majorité, du marché a pas envie. On parlait de tous les petits courtiers indépendants, quand je dis petits, c'est des gens qui sont finalement, tout seuls, bah, ils ont pas forcément envie, surtout s'ils sont plutôt dans la deuxième partie de leur carrière, de se remettre à faire des formations. Donc on n'a pas un un secteur qui pousse vers une accréditation, obligatoire. Alors il y a l'ASFIT, l'USPI qui font des formations qui sont très bien, hem, mais elles sont pas obligatoires. Le Ouais, il y a la question, c'est qu'est-ce que tu fais du coup des vendeurs qui souhaitent vendre tout seuls? Est-ce qu'eux, ils ont le droit de vendre tout seuls? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi tout ce pan de transactions où finalement, les vendeurs, se sentent de vendre tout seuls. c'est beaucoup ça? Voilà. C'était de plus en plus, je sais pas si ça revient en arrière, mais nous à l'époque, on avait une 35 ou 40. statistique, c'était 60-40. 60, font appel à un courtier, 40 40%? vendent seuls. Mais je pense que là-dedans, c'était aussi, il y avait aussi tout ce qui était, succession et autres, donc en fait ça fausse pas mal. Mais si on est sur, transactions qui ne se font pas interfamille, on est peut-être plutôt à 8 ans de 20. La donnée, elle est OK. publique en plus à Genève, hein, sauf erreur. Moi, ça fait longtemps que j'ai Ouais, pas été la regarder, mais si tu oui, comme les transactions sont publiques à Genève, elles sont indiquées si elles ont été faites par un courtier ou non. Donc en fait, tu pourrais assez facilement, je n'ai pas la donnée là, ouais. mais assez alors tu que Genève, mais au moins ça te donne déjà une première indication, ouais. Mmh. Ouais. Et vous avez parlé, enfin Florent, avant tu as cité l'agrégation d'annonces immobilières, Mmh. que vous avez eu qui est une expérience, plus ou moins négative quand même de ce qu'il y avait, ce que vous aviez Mmh. fait, c'est-à-dire rassembler toutes les annonces, sur le site. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit que vous aviez refait ça juste maintenant là. C'est vrai? C'est vrai, mais Ah sérieux? mais différemment. Ah ouais? OK. On peut peut-être On peut l'expliquer, hein, mais ouais, on peut en expliquer. commençant par la 1re itération. Peut-être la première itération, bah, effectivement, on a mis en ligne un agrégateur. Donc c'est beaucoup été dit qu'on avait piraté le site des concurrents, ce qui était pas vrai parce que c'est un prestataire externe qui fait l'agrégation et donc on a acheté le service. Service qui était déjà en ligne d'ailleurs sur plein d'autres plateformes, hein, les plus connues sont peut-être, Real Advisor, Moneypark avaient exactement le même service, il y avait jamais eu aucun problème. Heu, Nous, on s'est naïvement dit que de toute façon, ça offrait que plus de visibilité, aux biens. Donc ça veut dire que de toute façon, si tu étais, Florent Bourrachaud, Immobilier SA et que finalement sur le site Néo, ta propriété était aussi publiée, bah, ça te donnait finalement comme presque un Plus portail de plus, un endroit de plus où ton bien était visible. Donc nous, on s'est dit: «Voilà, finalement, on fait rien de mal». C'est clair que depuis les débuts de Néo, bah, ça a créé le modèle différent, a créé de l'animosité et puis, bah, là, en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que je pense, voilà, c'était un peu l'occasion pour dire: «Bah, voyez, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voler des» parce qu'on a beaucoup entendu, hein. Ils ont piraté les sites internet, ils nous volent des clients. On pouvait pas aller voler des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client était redirigé sur la page web du site internet sur lequel il était publié et en fait, on n'allait pas aller choper l'acheteur, appeler le vendeur, essayer de mmh, bypasser le courtier, pour lui proposer notre acheteur. Ça, c'est pas un modèle qui mmh, est scalable. Nous, ce qu'on voulait, c'est
fait, de donner une expérience aux nos acheteurs qui sont sur notre plateforme, parce qu'on a énormément d'acheteurs sur notre plateforme, et puis de leur donner finalement une expérience utilisateur intéressante. Et expérience utilisateur intéressante, c'est d'avoir accès à l'ensemble du marché. Et de nouveau, c'est ce qu'au font la Ah, plupart de nos clients. Et c'est vrai que ah, légalement, le point problématique, enfin, le seul endroit où on était, euh, on peut dire, qui est attaquable chez nous, comme d'ailleurs sur les autres plateformes, c'est les images. Parce qu'effectivement, tu es protégé. Aujourd'hui, tu fais une photo avec ton iPhone. La protection du droit à la enfin, aux images a été énormément renforcée. Donc, moi, si aujourd'hui je fais une photo de mes pieds avec mon iPhone, l'image est protégée. Donc, vu qu'on a eu passablement on s'est fait attaquer juridiquement, etc., bah, effectivement, on a fait toutes les recherches et on a vu que en fait, c'est tout à fait légal de faire ce qu'on fait s'il n'y a pas les photos. Après, on a fait quelques erreurs, il faut l'admettre. Euh, un, il y a, je pense en termes de communication, en termes de préparer le marché, de se dire en fait on n'est pas là pour aller chercher la moitié de la com sur une transaction, c'était pas du tout notre but, hein. Après, c'est vrai qu'on ne faisait pas, c'était pas quelque chose qu'on faisait juste cadeau, hein. L'idée, il y avait quand même une idée business derrière. À terme, c'était effectivement de pourquoi pas pour accompagner ces acheteurs dans leur financement notamment. Mais l'idée, c'était juste de fluidifier la transaction, hein, finalement. On ne voulait pas s'immiscer là-dedans. Euh, et puis après, c'est vrai on avait aussi un login wall. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, à l'époque, les gens, pour pouvoir avoir accès aux photos, ils devaient s'inscrire chez nous. Ça a été très mal vu aussi de la part de nos concurrents, ce que je peux comprendre. Mais ça, je pense qu'en rétrospective, on aurait peut-être fait un petit peu différemment. Euh, voilà. Et Ce que puis vous avez fait aujourd'hui, avec la nouvelle. ben, on a fait version 2.0 où les gens ils ont accès, enfin ils peuvent voir des prix, si c'est une maison, des pièces. Il n'y a pas d'image. Il n'y a Ok. pas d'image et quand ils cliquent dessus, c'est redirigé directement chez la source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ok. il y a aucune interface chez nous en fait. Vous avez juste un portail immobilier avec tout le marché. Et puis quand ils cliquent sur quelque chose qui les intéresse, ils sortent de notre environnement. Et quel intérêt vous avez de faire ça? Secret. Ah, c'est quoi? C'est le Ah. nombre de visites ou c'est sur le site? Non, mais Non, mais on dit- il y a des intérêts qui sont d'ordre génération de lead digital. Ok. Et Ok, d'accord. l'expérience utilisateur. Le but aussi, c'est Ouais, que les clients, quand ils sont chez nous, qui regardent un bien, bah, plus on a de enfin, choses à leur des choses à proposer. leur proposer. C'est pour ça que finalement, ah, les gens, ils vont sur des plateformes. En général, bah, pour les voitures autoscoot ou les plateformes immobilières, tu as tendance à aller vers celle où tu as le plus de biens à vendre. Donc, nous, c'est le gars qui se promène chez nous. Bah, si on peut lui montrer qu'il y a d'autres biens dans la région qui peuvent l'intéresser, bah, à minima, ça rend intéressant de se rendre sur le site internet. Ouais. Mais Mais bon, après, il y a des agrégateurs déjà. oui. Oui, c'est clair. Et Non, mais honnêtement, ben, sans les images, l'expérience, elle est incroyable. vraiment pas super. Ouais, ouais, c'est clair. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait proposer Ouais. sans se faire taper dessus. Ouais. Euh, Sachant qu'à la fin, ben voilà, il y a d'autres acteurs qui le font. Et enfin, on a naïvement cru qu'on nous laisserait le faire, mais c'est vrai que on est néo et on souffre, enfin, on souffre de ça. On a le revers de la médaille. Enfin, Bien sûr. mais et puis, je dirais, pour revenir là-dessus aussi, c'est vrai que quand on est arrivé à nos débuts, notre communication, elle était aussi, comment dire, quel Elle terme était assez t'emploierais? agressive et provocante quand même. Ouais. Provocante. On mettait le doigt sur des choses qui étaient désagréables pour nos concurrents. Mais quelque part, enfin, on est tellement pas d'accord avec le modèle traditionnel, et puis que quelque part, on est arrivé avec notre USP principal qui était le prix. Forcément, quand vous parlez prix, ben, vous allez le comparer par rapport au prix des autres. Donc, forcément, vous leur faites de l'ombre sur Ouais, bien cet sûr. aspect-là.
Et je me dis, dans une machine comme la vôtre maintenant, là où c'est compliqué le courtage aussi, c'est sur c'est que enfin, vous êtes dépendant directement des cycles de l'immobilier. Et puis, quand vous avez autant de monde, enfin, comment vous passez une période comme les 2 dernières années là? Avec 130 Mhm. personnes, c'est difficile. Parce que vous Ouais. êtes Alors, pendant la période difficile, on était 80 à peu près. ouais, Et et vous avez pu comme je disais maintenir le avant, cap. on a eu la chance, nous, d'être dans une phase de croissance encore. Enfin, on est une jeune entreprise. On continue après année à prendre des parts de marché, à se faire de plus en plus connaître. Et donc, en fait, malgré la crise, en fait, le fait qu'on ait été en croissance, ça nous a permis de maintenir une toute petite croissance. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas dû se séparer de gens, finalement. Donc, on a arrêté d'engager, mais on a continué à croître. Très OK. légèrement. La prochaine fois qu'il y a une crise, j'espère qu'on sera toujours, en prise de part de marché. Non, puis on a beaucoup utilisé cette période pour, amener de l'efficience et de l'optimisation dans les process. Je pense que généralement, on a toujours été assez, prudent sur les coûts et la façon dont on les gère. Donc ça nous a aussi permis, heu, de Ouais. passer cette phase un peu plus difficile Mmh. parce qu'on n'avait pas des charges, Ouais. hyper importantes. On a toujours fait attention, bah, à la nature que ce soit une société quand même jeune. Voilà, au début tu fais gaffe, puis finalement, on avait déjà cette culture de faire attention donc ça nous a Ouais. aidé, je pense aussi à passer ce cap, Ouais. puis et on a profité pour finalement mettre les bases, heu, les meilleures bases possibles pour le moment où Ouais. ça reprenait et vraiment passer à un ouais, un fort cap de profitabilité, Ouais. quoi. Parce que notre croissance, je dirais très légère croissance, elle s'est faite aussi grâce à l'adaptation des prix et puis de nos offres, en fait, qui ont été un peu différentes. Ça, c'était extrêmement important pendant cette phase où, en fait, on n'a pas trop parlé des premières années, mais on a eu une croissance vraiment fulgurante de 2018 à 2021. Puis on était vraiment dans une stratégie de croissance, croissance, croissance. Puis arrivé à ce moment-là, bah, en fait, on s'est dit: «Aïe, en fait, la croissance, elle est plus là». Puis on a dû jouer, défensif. On voulait pas non plus lever de l'argent, on voulait continuer à garder le contrôle. Et puis donc on a, stratégie défensive, on a augmenté un petit peu les prix. Alors en comparaison par rapport à nos concurrents, en fait, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était vraiment ce qu'il nous fallait pour, pouvoir, passer ces 2 années difficiles. Puis on est ressorti de là avec une entreprise, qui aujourd'hui est hyper, bah, sur des bases hyper pérennes, quoi. Financièrement, en ressources humaines, C'est on que a du cash pour développer les choses qu'on a envie, donc on est ressorti de là, vraiment beaucoup plus, stable que quand on est rentré. c'est que le plus dur presque, c'était, finalement quand tu as eu toutes ces années où chaque année ça va mieux, ça grandit, tu as une certaine forme d'euphorie où tu te dis: «Bah, ça va continuer, ça va continuer» et ce qui est compliqué presque, c'est par rapport aux équipes, aux gars qui sont là depuis le début, au poste de management, de, bah, tu vois, d'un coup, tu fais une année plus compliquée, 2 ans plus compliqués, bah, de garder l'énergie, de garder la motivation des gens, en fait, c'est plutôt ça qui Mmh. est qui est plus Ouais, compliqué, le ouais, ouais. dans Parce le qu'on je dans le frein, quoi. parce que là, on parle en fait, on a gardé à peu près le même nombre de gens, mais je te fais pas l'histoire sur, qui est rentré puis qui avait encore à la sortie. Il y a En 2 ans, on a eu 67 des gens Ah ouais, qui ont changé. OK. Donc, on a eu 2 ans à 33 de turnover parce qu'en fait, on est passé d'une société en hyper croissance avec une aventure, spéciale, hein, à quelque chose de différent. Ouais. De ultra offensif à, défensif, et puis c'est là aussi que tu vois, hem, en fait, les défauts de certaines personnes ou le manque de compatibilité avec les valeurs de l'entreprise. Quand tout va bien, tu le vois pas trop. Puis en fait, quand ça commence à aller moins bien, ben là, il y a tout qui ressort et du et là, il y a eu un énorme brassage pendant 2 ans. OK. Mais on en est ressorti,
avec beaucoup d'apprentissage. Et puis aujourd'hui, une société qui est extrêmement stable aussi en ressources humaines. Maintenant, on n'a quasiment pas de turnover, notamment côté courtier. Ok. Parce que sur les 130, c'est majoritairement des courtiers quand même. 45 45 courtiers, courtiers, mais le reste, et c'est puis quoi? on a une quinzaine de conseillers financiers. Donc, tu Ok. as presque Ah, la donc dans les moitié, 130, il y a Strike aussi. t'as presque Ok. la moitié de la boîte, c'est des conseillers ou des agents. Ok. Et Mais l'autre c'est vrai que moitié, c'est c'est. assez différent. Chez nous, on a énormément de fonctions de support parce qu'on on, on s'attelle à créer une machine la plus efficace possible pour cette force de vente-là. Et après, on a aussi tous les assistants. Donc, on a une quinzaine de personnes qui sont des assistants des courtiers, qui gèrent aussi tout le volume de demandes acheteurs, notamment. Donc, si tu mets bout à bout, tu as déjà 75 personnes qui Ok. s'occupent purement des clients. Ok, d'accord. Ouais. Et le reste, c'est quoi? C'est dev, admin, ce genre de Mhm. C'est trucs? une vingtaine de Mhm. devs, finance, Marketing. marketing. Exact. Ok, excellent. Bon, bah magnifique. Comment vous voyez l'évolution du marché immobilier sur les 2-3 ans à venir maintenant, avec ce que vous voyez sur le marché? Mhm. Et comment la dynamique est en train de bouger? Alors, il y a plusieurs aspects, mais c'est vrai que je pense que oui, c'est extrêmement compliqué d'amener des nouveaux biens sur le marché, enfin de construire. Ça prend plus, il y a de moins en moins de parcelles dont il est possible de développer. Il y a de plus en plus de maisons qui sont recensées, qu'on peut pas détruire. C'est de plus en plus difficile aussi de couper un arbre, même avec des mesures compensatoires. Donc on voit que globalement, le nombre de nouveaux biens sur le marché, il est, euh, il est extrêmement faible, et c'est pas en train de s'améliorer. On voit aussi que les communes, finalement, elles sont aussi de plus en plus frileuses parce qu'elles savent que systématiquement, quand il y a des demandes de permis, bah, il y a pas mal d'opposition. S'ils l'élèvent, ils ont intérêt à l'élever de manière béton parce que sinon ils vont se faire attaquer derrière. Donc il y a tout un processus de la construction de nouveaux biens immobiliers qui est fortement ralenti, et ce, même quand tu déposes un permis de construire qui est conforme, quoi. Donc voilà, ça c'est un fait. Il y a très peu de projets qui se développent. Il y a eu toute la problématique avec les PACOM qui n'ont pas tous été acceptés avec plein d'oppositions. On voit que, par exemple, pour prendre Lausanne, le marché tel que moi je connais le mieux, bah, l'essentiel des constructions, c'est vraiment concentré dans le seul endroit où le PACOM était en force, c'était l'Ouest lausannois, qui a absorbé toutes les nouvelles constructions. Alors maintenant, on arrive un peu au bout, et les autres PACOM sont pas tous en force aujourd'hui. Donc voilà, il y a très peu de nouvelles constructions, ce qui amène bah, forcément une pression sur les prix. Je pense que tant qu'on a une immigration en Suisse relativement forte, bah, on a de la demande pour des biens immobiliers. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense que ça va continuer. Je pense aussi que ça va pas être demain que ça va être beaucoup plus facile de construire. Donc Mhm. voilà, je vois une pénurie de logements. D'ailleurs, enfin, je vois, c'est ce que voient aussi la plupart des gens quand on lit les différentes analyses. Après, on voit qu'il y a aussi toute une génération de boomers maintenant qui ont des maisons individuelles, qui vont les vendre et sur lesquelles normalement on essaie de densifier. On remplace la maison individuelle par un petit immeuble de 3, 4, 5 appartements. Donc pour autant qu'on puisse le construire, je pense que c'est ça qui va prédominer. On va avoir de moins en moins de gens qui ont une maison individuelle ou même une maison mitoyenne. Je pense que c'est des choses qui vont être de moins en moins fréquentes, des biens de plus en plus rares. Et après, des appartements aussi toujours plus petits. Ce qu'on voit aussi, c'est que vu les prix au mètre carré, on fait des appartements toujours plus petits. L'appartement de 200 mètres carrés à Puy, bah, il n'y a plus, quoi. Avant, tu pouvais avoir un 6 pièces et demi. Maintenant, de toute façon, tu vas le vendre 3,5 millions. Tu n'as pas d'acheteur pour ça. Enfin, tu as très peu d'acheteurs pour ça. Et donc, il va falloir être intelligent. Il va falloir réussir je pense, à travailler aussi l'architecture d'intérieur des biens pour que sur un appartement de 60 ou 70 mètres carrés, peut-être ton bureau, c'est ta chambre d'amis avec un lit encastré, etc. Donc, il va falloir amener un petit peu, je pense, d'intelligence dans les constructions. Jusqu'à maintenant, il y a peu besoin de le faire, je pense, dans la promotion immobilière parce que voilà, tu fais des logements, ils partent vite. Et donc, voilà, mais je pense que si je devais un peu donner le marché, je pense continuer à avoir une pénurie de logements, Mhm. enfin, beaucoup de demandes, des appartements plus petits, peu de maisons individuelles. C'est un peu comme ça que je vois la suite. Je pense que ça c'est bien résumé, hein. Ouais, Et l'offre va continuer à être sèche du fait des conditions cadres de la législation suisse. Et puis, ben, la Suisse qui reste une terre
extrêmement attrayante pour tous nos voisins. Euh, et donc, l'offre qui stagne, la demande qui continue d'augmenter, et donc des prix qui vont continuer à augmenter. Euh, Des nous, nombres honnêtement, d'acheteurs par première nous, publication et voilà. Donc, ont grimpé. pour nous, c'est ça. Donc, malheureusement pour nous, on n'est pas au pourcentage. Vous pouvez toujours changer de Euh, modèle. Donc, effectivement, ouais, mais la prestation, elle reste la même. C'est aussi pour ça qu'on a lancé à la base, c'est que vendre un 3 pièces et demi à Genève ou à Moudon, c'est exactement pareil en termes de prestations, en termes d'efforts que tu dois mettre. Pourquoi est-ce que tu seras payé 3 fois plus à Genève et ce sera probablement plus facile à vendre en plus qu'à Moudon. Donc voilà, c'est aussi pour revenir à la genèse et puis à l'une des raisons du modèle au forfait. Ouais. Mais vous pourriez. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, plus. Parce que le prix moyen de la transaction, c'est quoi à peu près? Vous Chez nous, savez c'est ça? 1,3 million. Ah, 1,3 million, ouais, quand Ouais. même. Ok. Nous, c'est 1,3 Ouais. million. Historiquement, j'avais vu des données passer il y a 2-3 ans de Houston Partners qui faisaient état d'un prix moyen de transaction autour du million en Suisse. Euh, ce qui me surprend pas qu'on ait un prix un peu plus élevé parce que c'est là aussi où on Ouais. disrupte, enfin, la L'économie la plus différence grande. entre le Exact. pourcentage et notre forfait est un peu plus importante aussi. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça que je disais, on en parlait avant, mais les maisons et les propriétaires à 4, 5, 6 millions, bah, en fait, c'est là où vous avez une économie Mhm. qui devient vraiment très très importante. Ouais. Mais c'est là aussi où l'acheteur il s'attend justement à pas avoir une plateforme sur laquelle Ouais, se baser parce ouais, qu'il ouais. veut Bah, un c'est aussi courtier qui vient boire le café avec ouais, lui. c'est ça. Ouais. Puis c'est aussi cette perception du service. Il a envie d'être traité de manière individuelle, sur mesure, juste pour lui. C'est vrai que nous, notre modèle, on a la standardisation, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Mais standardisation, pour nous, ça rime avec qualité. C'est vraiment c'est d'amener un standard hyper élevé. Euh, mais effectivement, on va quand même traiter sur la base du service, c'est standard. Après, la relation, elle est individuelle. On a des courtiers qui, voilà, tu as une relation individuelle, mais c'est vrai que notre service, on a un contrat, on a un type de service, tu prends pas. Ouais, absolument. C'est intéressant, Florence, ce que tu disais avant. Je rebondis rapidement là-dessus, mais je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Never Too Small, qui est une chaîne YouTube assez intéressante, peut-être que tu connais. Non, je connais pas. Ah, ok, tu devrais regarder. Franchement, c'est intéressant. Et c'est de la rénovation, c'est pas tellement de Ok. la construction. Par contre, ça cite exactement ce que tu as dit avant. C'est-à-dire que c'est que la rénovation de propriétés très très petites. Et c'est des Ok. studios au centre de Paris, ou en Australie à Sydney, voilà. Ou en Asie aussi beaucoup. Et c'est ce que tu expliquais avant, c'était très juste. En fait, c'est des pièces hybrides pour tout. En fait. Mhm. C'est des 24 mètres carrés, des 32 mètres carrés, des 45 mètres carrés. Mais dedans, ta chambre, elle te sert de bureau, et puis ton bureau, il te sert de salle à manger, et puis ton séjour, il te sert de chambre. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, alors je sais pas dans les promotions que tu fais et ce que tu suis, mais est-ce que c'est déjà intégré un petit peu d'innovation ou de modification, la consommation de l'immobilier aujourd'hui chez le privé? Il y a des modèles d'ailleurs, hein, comme Movement en Mhm. Suisse, hein, qui ont des parois qui bougent, ce genre de choses. Alors nous, clairement, aujourd'hui, on n'a pas mis ça en place dans les promotions qu'on développe. Je pense que c'est quand même encore assez rare, voire très rare, de voir ce type hem, ce type d'innovation de projet, en Suisse. Mais moi, je suis assez convaincu, bah, exactement comme tu l'as dit, que comme il y a eu dans les grandes villes, bah, au bout d'un moment, ça va être un peu nécessaire parce que je pense qu'il y a quand même un côté émotionnel à devenir propriétaire. Donc les gens, au-delà du financier, il y a une volonté d'être propriétaire parce que alors il y en a qui seront toujours purement basés financiers, ça coûte plus ou moins cher d'être locataire et cetera. Mais il y a aussi une partie émotionnelle et je pense que, au vu de la dynamique des prix, heu, bah, tu vas devoir être un peu inventif pour le bien dont que tu as les moyens de t'offrir, un certain nombre de mètres carrés, bah, pour qu'ils soient le mieux optimisés possible, heu heu, dans ton appartement. Donc je pense qu'on va être amené, mais c'est vrai que c'est un milieu, je pense en général et donc du coup, quand nous on fait des développements, c'est pareil. Finalement, tu es souvent un peu plus réactif que proactif. J'aimerais bien pouvoir dire le contraire, mais là, c'est que c'est un peu ça. Donc voilà, je pense pas que c'est demain qu'on va en commencer à en voir partout. Par contre, je suis assez convaincu
qu'à moyen long terme, on va en voir de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense qu'en termes de comme développeur, c'est sympa, parce que tu as ce côté un peu challenge, tu as un peu tu un peu de réflexion de pas faire des appartements comme tu as l'habitude de faire traditionnellement. Donc Parce que, mais aujourd'hui, est-ce que fondamentalement, tu as besoin de le faire? Tu as tellement d'acheteurs, il y a tellement d'acheteurs de demande non, je suis que d'accord, ça mais pousse pas à au bout d'un moment l'innovation. Je veux dire, au bout d'un ça moment, pousse ça pas. sera demandé par les clients. C'est-à-dire que Ouais. quand tu as un client, qui a 2 enfants et qui va s'acheter un 70 mètres carrés, bah, tu arriveras peut-être à mieux valoriser ton prix de vente au mètre carré encore si le bien il est extrêmement bien aménagé, quoi. Ouais. Donc Magnifique. Bon, merci beaucoup. merci à toi. On Merci a fait pour un bon tour, je l'accueil. pense. Est-ce qu'il y a une conclusion à donner ou pas? On a tout dit. Non, moi je pense qu'on a pas mal couvert, quoi tout. Je pense qu'on a tous la chance de travailler dans un environnement immobilier en Suisse, qui est à la fois intéressant, porteur et surtout plein d'opportunités. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire et bah, je pense que, ouais, on a toi vous conseillez aussi en investissement toutes les enfin des propriétaires. Je pense on a la chance de travailler aussi dans un milieu qui est très concret. On mentionnait la finance avant. Bah, finalement, tu achètes dans des actions pas qui sont peu palpables. Nous, on travaille sur des biens qui sont concrets, où il y a une attache émotionnelle. Donc je pense que on est plutôt chanceux de travailler dans ce secteur-là. Donc voilà, une note plutôt positive. Merci beaucoup. Ciao. Merci.